Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de... Avec moi vous le dites, Ali de Catch Club, Christophe de Ajus et bien sûr les pop de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas. On vous filme quand même, je vous emmerde. La vulgarité de ces pop un jour sera vaincue. Jamais. Si. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, les pop, on s'en fout. Très bien. Et Ali, comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour Christophe, ça va très bien. Bonjour les pops, j'ai oublié, elles allaient m'engueuler. Mais tu as remarqué qu'elles ne te répondent jamais à toi. Non, parce que voilà, il y a pas C'est de... l'univers d'Ajus en même temps. Exactement. Ce sont les pop d'Ali, mais ce... Moi je pense que je les ai choqués à force, hein, tu sais, donc... On en a trop vu. Exactement. On commence cet épisode directement avec une énorme nouvelle. La semaine dernière, on vous a annoncé donc que La Cloche est disponible dorénavant en format podcast sur Spotify, Apple Podcast, iTunes, Ocha, Google Podcast. Tout sauf Deezer, c'est simple. Voilà. Hein, vous êtes nombreux à vous plaindre, c'est pas notre faute, c'est Deezer qui veut pas. Exactement. Mais par contre, 11h, pourquoi pas, mais 10h, jamais. on est partout sinon. Et la grosse nouvelle qu'on peut annoncer, même je te l'ai pas dit avant que t'arrives, Oh mince. parce que j'ai posté un tweet hier soir pour annoncer que nous étions donc le 22e podcast dans la catégorie sport aujourd'hui en France sur le classement de iTunes Google Podcast. À la base, quand je suis tombé sur le classement hier, je me suis dit attends, mais on est 22e sur 22 ou comment ça se passe? J'avoue que j'ai pensé pareil. Il faut savoir que c'est un top 200 hein, quand même. C'est un top Ah ouais. 200 le top Non des... mais alors le 200e, ils ont une écoute quoi. Je ne C'est les mecs qui vérifient que ça a été bien posté. Mais ce qui est beau, c'est que du coup, Michel, hier soir- c'est bon, c'est posté. Tu veux écouter, ça nous fera 2. Ouais, je veux dire comme ça, on arrive 98e. on fera un épisode sur le 200 jours pour voir ce qu'ils font. C'est vrai. Mais non, ce qui est beau, c'est que depuis hier soir, donc là, nous, on tourne le lundi 12 octobre. À maintenant- tous ceux qui nous écoutent en janvier 2021, j'espère que on n'est pas mort. Voilà, c'est Exactement. tout. Et vous non plus. Ah oui. Donc, il faut savoir que maintenant, on est 12e. 12e On en est une... Rien qu'en ayant 12e. style, on a dit ouais, on est 22, bam, Ouais. en une nuit. Mais genre, on est entouré par Eurosport, Non, mais on a fait 40 RMC, on a fait des 40 trucs dans le écoutes de genre. plus. Non, mais je sais, du coup, depuis hier soir, on en a fait 200-300. Mais, et puis, il y a beaucoup de notes. Les gens nous notent super bien. Maintenant, on a 19 5 étoiles sur Oh, Google purée. Podcast. Mais Merci. 12e podcast de France, catégorie sport sur Google Podcast. Je veux dire, honnêtement, ça peut paraître rien, mais c'est quand même Mais c'est fou. rien, il faut être honnête. hein, Non, c'est quand même Si. fou qu'un podcast de catch soit dans le top. Parce Oui. que t'as 200 podcasts, même s'ils ont une écoute ou deux, et il y en a qu'un qui est sur le catch. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est grâce au grand Christophe Bah Ajus non, et à c'est- sa grande carrière. Oui, merci. Ben non, c'est principalement grâce à... Enfin, c'est exclusivement grâce à vous. Évidemment, vous qui nous regardez, peut-être que vous ne nous écoutez pas encore, mais ceux qui arrivent désormais à cet épisode de La Cloche après des milliers d'heures d'écoute sans la vidéo, eh ben, je vous remercie parce qu'aujourd'hui, on est certainement top 1. On a Ken, RMC Sport, ouais, l'After Foot. Avec Daniel Riolo, ouais, elle est pas dans la Champions League. Non, parce que nous, on parle bien de tout le monde. Mais bon, un jour, on y sera peut-être au top 1. Et si on y est, ça sera grâce à vous et grâce à nous. Et grâce à elle aussi. Merci. Oh, ouais, elle commence à dire merci, c'est cool. Je suis sûr que bientôt dans les autres émissions RMC et tout, vous allez voir des pop. C'est possible. Ils vont Ah nous ouais. voler des petits trucs petit à petit. Ah, ils vont nous voler notre hit, notre pop, ils vont tout prendre. Non, mais en tout cas, ben, c'est ouf, quoi. Après, il faut être honnête, hein, on s'emballe pas, ce ne sont pas non plus des gros Non. chiffres, et comme vous le voyez, pour l'instant, le décor n'a pas changé, on n'a toujours pas une thune. Mais, je le dis, je le répète, ce n'est absolument pas pour ça que nous faisons cela, c'est pour partager avec vous, semaine après semaine, et puis pour vous tester également, car grâce à mon cerveau rouillé et à l'absence de travail de Ali, on oublie 1000 choses dans chaque épisode, et ça vous donne l'occasion de nous donner bien vos sentiments, et puis surtout de nous rappeler ce qu'on a oublié dans les commentaires. Donc justement, je pense que là, on va se concentrer sur Tout ce qu'on a oublié. trois faits Un qu'on épisode n'avait entier. pas forcément cité. Mais surtout, cet épisode, on va pas forcément avancer, on va plus être dans un épisode émotion. Je veux savoir ce que tu as ressenti par rapport à certains moments qui, je sais, ont été très marquants pour moi en tant que jeune fan de 10 ans et pour beaucoup d'entre vous également qui ont regardé ces émissions à l'époque de Raw et SmackDown. Donc d'abord, on va préciser que c'est vrai, John Cena était bien présent Bien sûr. à WrestleMania 32. Il n'avait pas de match en fait. Je crois qu'il avait une légère blessure donc il ne pouvait pas avoir de match, mais il est intervenu lors du segment de The Rock. Et ça vous avait tous marqué dans les commentaires, notamment donc déjà parce qu'il sauve The Rock, donc deux des plus grandes stars de la WWE qui étaient en puis, rivalité. C'est ce que j'allais dire, deux immenses main events dans Bien l'histoire de entendu. WrestleMania, même si
Pour beaucoup, ce ne sont pas forcément les main events les plus marquants. Pour beaucoup, il y a la déception parce que CM Punk s'en va en grande partie à cause de ses main events. Mais en tout cas, ça reste deux main events de l'histoire de WrestleMania. Donc c'est gigantesque. Et je pense que le moment qui avait vraiment marqué tous les fans, en fait, c'est quand The Rock et John Cena remontent la rampe ensemble. Et il faut savoir que The Rock salue sa famille qui est au bord du ring, la famille de The Rock qui vient souvent. Déjà, quand vous regardez WrestleMania et que Madame, la maman de Rock, est dans la place où Simone, la fille du Rock qui est actuellement à NXT, est au premier rang, vous savez que d'une manière ou d'une autre, il va pas tarder. Parce qu'il y a des fois où il n'était pas annoncé, mais boum, plan de caméra sur la famille du Rock. Ouais, ok, c'est bon, il est là. Discret. Oui, c'est clair. Non, mais il pourrait Incognito. parfois les garder en backstage et ne les faire venir que pour le segment. C'est vrai. Parce qu'en général, ils les mettent au premier rang, bon, ce qui est logique aussi, hein, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'argent en moins pour la WWE, parce que ce sont des places qu'ils ne vendront pas. Et en plus, ça spoil un petit peu la présence pour tous les gens qui ne savent pas encore que le Rock est dans la place. Donc The Rock qui remonte la rampe, qui dit bonjour à sa famille, puis on a ce moment un petit peu le pass the torch, on va dire, où The Rock s'arrête au niveau de l'entrée avec John Cena et il lève le bras de John Cena. Et c'est un moment, je pense, que beaucoup de fans ont apprécié, surtout après cette rivalité où c'était tendu, un peu par moments dans les storylines et dans la vie réelle. Principalement du côté de John Cena, finalement. Parce que je crois que le Rock, c'est aussi sa force, hein, c'est que c'est plutôt un mec bien. Et je crois que depuis de nombreuses années déjà, il est au-dessus de tout ça. Les critiques, il en a eu plein. Les fans de catch lui chantaient Die, Rocky Die au début de sa carrière. Et c'était pas principalement pour son personnage, c'était presque pour l'être humain. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Quand je lui en avais parlé, oui, parce que j'ai eu la chance, je vous le rappelle, d'interviewer le Rock au Georges V et qu'il n'en avait absolument rien à faire. Et justement, il m'a dit qu'il n'en avait rien à faire. Non pas simplement de ma question, mais de ses hurlements Die, Rocky Die. Donc, je pense que c'était Cena qui vraiment était remonté avant de finalement retourner sa veste en quelque sorte. Et de bonne manière, j'ai envie de dire, c'était justifié parce qu'il a compris que le Rock, il allait devenir un Rock 2, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui, finalement. Il revient épisodiquement, faire un match par-ci, un match par-là, mais aujourd'hui, sa vie est sur les plateaux de cinéma, sur les plateaux de télévision, et comme le Rock, il a beaucoup d'ambition, et tant mieux pour lui. Je voulais simplement dire, cette scène était pour moi un remake de la scène avec Hogan. Après le Hogan WrestleMania 18. Oui, où Hogan, plié par la douleur, lève le bras du Rock. Voilà le passage de témoin, comme on dit en français. Ce sont comment dire, les emblèmes de la WWE de chaque décennie, limite, on va dire un petit peu de Rock. Sauf que Hogan, de Rock, Cena, quoi. Paradoxalement, je trouve que c'est arrivé trop tard. Parce que quand Hogan passe le témoin au Rock, le Rock est déjà à moitié à Hollywood. Et quand le Rock passe le témoin à John Cena, il n'est pas encore totalement à moitié à Hollywood, mais on le verra dans les WrestleMania suivants. John Cena n'est plus l'homme central de la WWE. On commence à passer là clairement aux périodes où Roman Reigns et Seth Rollins commencent à devenir les deux éléments centraux de la WWE. Donc ça c'était juste pour rappeler que John Cena était bien à WrestleMania 32. Maintenant, carrière dans le hip-hop, le mec. Exactement. Il scratch dès qu'il peut, quoi. Maintenant on va parler de deux faits marquants qu'on avait un petit peu sauté, on va dire, la semaine dernière, car on était directement passé... honneur, comme souvent. Bien entendu. On était directement passé à WrestleMania 32. Et nous, cantons-nous. D'abord... non. D'abord, quand nous avons parlé de WrestleMania 32, bien entendu, on a eu ce match avec The Undertaker et Shane McMahon. Certaines personnes nous ont également fait remarquer que quand Shane McMahon a sauté, il y avait bien un petit matelas sous la table. Vrai. Alors oui, bien entendu, c'est vrai, mais je veux dire... Oui, parce que j'avais dit qu'il n'y avait absolument rien, que c'était juste la table. Je pense qu'on se comprend. Pour nous, ça compte même pas. Disons qu'à la hauteur... après, je pense, la semaine dernière, c'était une erreur honnête, en quelque sorte. Dans ma tête, je m'étais imprimé que c'était la table et c'est tout. C'est vrai qu'il y avait quelque chose en dessous. Mais quand on saute de cette hauteur... que votre métier n'est pas cascadeur, parce qu'il y a des métiers, il y a un métier, cascadeur, j'allais dire Tom Severs, mais c'est pas Tom, mais voilà, l'homme qui tombe à pic, c'était une de mes séries préférées quand j'étais jeune. Quand on est cascadeur, bon, on sait, ça fait partie du métier, mais Shane McMahon n'est pas cascadeur, il n'est pas superstar à plein temps, il se jette pas du haut de choses, c'est pas son métier depuis de nombreuses années, donc... C'est juste un hobby pour lui. Oui, voilà, oui, effectivement, c'est un passe-temps, rien à voir avec Fort Boyard. Donc, sauter de cette hauteur sans louper la table, et bien qu'il y ait ce petit matelas, ça reste pour moi un peu suicidaire.
Pour donc rappeler le retour de Shane McMahon, parce qu'on aime bien parler un petit peu des moments que vous pouvez ensuite aller checker sur YouTube, car la WWE poste énormément d'extraits. Je viens de revoir cet extrait, il est en ligne sur YouTube. C'est le fameux retour de Shane McMahon en février 2016, donc juste avant WrestleMania. Nous avons un segment avec Vince McMahon et Stephanie qui sont en mode vraiment heel à ce moment-là, détestés par la foule dans le ring, à SmackDown. Et Vince est censé recevoir un prix. Un prix comme quoi il est le plus grand patron, le dieu de la planète Terre, un truc dans le genre. Stephanie McMahon doit lui remettre. Et là, here comes the money. Here we go. La musique de Shane McMahon démarre. Et si j'avais juste envie de parler de cette vidéo très rapidement, c'est à cause de la pop. Ce niveau de pop, c'était rare à l'époque. Il y avait Daniel Bryan qui arrivait à avoir ce genre de pop, on va dire, peut-être. Et Shane McMahon... Bah, on sent qu'il est ému en fait une fois qu'il arrive dans le ring, parce qu'il prend le micro, il pense qu'il va lancer sa promo, mais le public lance un yes chant, le public lance un This is awesome, et il a rien dit encore. Bah, il manquait, Ouais. mine de rien. Et il a toujours été le chouchou de la famille pour ces souvenirs que tu évoquais dans l'épisode précédent, notamment ce match contre Kurt Angle, où il se détruit. On parle souvent dans la carrière de Randy Orton de ce match contre Mick Foley qui a fait sa carrière parce qu'il a survécu, ou de Edge. Pareil, dans ce match contre Mick Foley, ben, Shane McMahon, dans les premiers mois, premières années de sa carrière, il était vraiment détesté. Parce que c'était le petit-fils à papa, comme Stephanie McMahon était la petite-fille à sa maman, ou à son papa d'ailleurs en l'occurrence. Mais à partir du moment où il a commencé à catcher un peu plus régulièrement et à faire des choses, c'était souvent des choses folles. Ouais. Et c'était le membre, je pense, préféré de la famille McMahon auprès de l'univers de la WWE. Et il était parti depuis si longtemps. Et on lisait tellement de rumeurs disant qu'il ne reviendrait pas, qu'il s'était brouillé avec son papa, parce que je crois, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, et puis j'ai jamais eu la chance de parler à Shane ou à Monsieur McMahon. Il me semble qu'il avait été un peu vexé du fait que Stéphanie prenne beaucoup de place et qu'on ne lui fasse pas autant confiance. Et c'est pour ça qu'il était parti bosser ailleurs, histoire de faire un petit peu ses armes, ouais, de prouver qu'il était capable de faire quelque chose en dehors de la famille. C'est ce que les médias disaient à l'époque, en tout cas, oui. Donc voilà, là, le fait qu'il revienne, c'était une vraie joie pour le public, parce que on est toujours heureux de voir Shane McMahon. Alors certes, c'est certainement l'un des moins bons frappeurs de coups de poing de l'histoire de la WWE, mais mine de rien, sa petite danse, sa musique, ses promos, puis ses matchs, il a vraiment ce côté charismatique et divertissant qu'on aime. Ouais. Moi, je me souviens que c'était totalement inattendu son retour. Donc déjà ça, c'était super quand on arrive à garder une surprise du côté de la WWE. Et j'ai popé. Et il a popé. J'ai popé. J'ai popé devant l'écran parce que franchement ça faisait super plaisir de le voir. Pourquoi on reprécise également et on reparle du retour de Shane McMahon, c'est parce qu'il faut savoir que quand Shane McMahon est revenu, il a demandé en fait le contrôle de Raw à son père, et c'est pour ça ce qui mène à la storyline avec si tu bats Undertaker. Exactement, c'est pour ça en fait qu'il y a eu cette storyline avec The Undertaker. Ce qu'on peut déjà préciser tout de suite, car on va ensuite beaucoup en parler lors des 2 prochains épisodes, c'est que Shane McMahon perd, donc lors de WrestleMania 32. Oui, ça on l'a déjà dit. On l'a déjà entendu. Vous entendu. le savez. Mais le lendemain, lors de Raw, Il m'engueule pas, quoi, il m'engueule. mais le lendemain, lors de Raw, son père lui donne le contrôle de Raw pour 4 semaines. Certes, mais bon, on peut comprendre. Enfin, je veux dire, c'est papa, il est fier, il se dit fiston, il a sauté de haut, Oui, c'est cool. voilà. Donc, et dans la storyline, en gros, c'était un petit peu en mode, apparemment, Vince McMahon n'a pas apprécié que le public préfère Shane et pense que Shane peut mieux faire. Donc, donc vas-y, foire-toi comme voilà, moi. c'était un petit peu on ça. verra. Là, tu penses bien faire, bon bah tiens, t'as le contrôle de Raw pendant 4 semaines, ce qui fait qu'après WrestleMania, alors qu'il a perdu, donc il n'était pas censé l'avoir, bah Shane va gérer le show pendant 4 semaines jusqu'au prochain pay-per-view qui sera donc Payback, sur lequel on va revenir prochainement. D'abord, on va citer un autre moment qui m'avait brisé le cœur, Christophe. Bah oui, je pense que c'est le cas de tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, du top 1 des podcasts section sport, à plus de 30 vues et 30 écoutes. Oui. Le 8 février 2016. Oui, et c'est étonnant qu'on soit passé parce qu'on en a parlé il y a 2 épisodes de cela, que ça allait arriver. L'épisode dernier, on dit que c'est arrivé. Mais c'est vrai qu'on a complètement zappé le fait de parler du moment, de l'événement. Parce qu'on essaie d'oublier ça maintenant. On se dit maintenant, vu qu'il a repris, c'est comme Edge. Sa retraite est un mauvais souvenir. Oui. Et voilà. Ouais, bon. Étonnamment, je me souviens beaucoup plus de Edge, de son discours, de sa maman au premier rang, moi aussi. Que du discours de Daniel Bryan. Edge, en plus, ce qui était assez incroyable, c'est que il ne l'avait pas du tout annoncé avant l'émission. Donc au début,
on se demande si c'est une blague limite pendant son speech. En fait, moi, les premières minutes, j'étais mais c'est pas possible, il est pas en train de nous dire la vérité. Tu commences à le voir pleurer pendant l'émission, tu commences à voir les gens pleurer. Bon, Marc-Henri nous en a fait une pareille quelques années plus tard où il a prouvé qu'il peut pleurer et acter parfaitement. Mais c'est vrai que celui de Edge était très touchant. Moi j'avais oublié celui de Daniel Bryan, le speech, mais c'était juste pour rappeler un petit peu l'histoire. Donc Daniel Bryan qui avait manqué plusieurs mois après WrestleMania 31 alors qu'il avait remporté le titre des États-Unis. Intercontinental, non? Intercontinental alors. Dans match de l'échelle, comme Zack Ryder un an plus tard. Et il faut savoir en fait que derrière, il avait une commotion cérébrale, c'était le problème. Et en fait, quand il a passé des tests, on a appris qu'apparemment, lors de ses dernières années de carrière, Daniel Bryan a subi 10 commotions cérébrales diagnostiquées. Car apparemment, les catcheurs, parfois, ont des commotions cérébrales dont ils ne se rendent même pas compte, en fait. Bah, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais ils vont pas... Parce que ça fait partie du métier, tu te sens un peu vaseux, en quelque sorte. T'as envie de dormir. Oui, non, et puis tu te dis, c'est pas grand-chose. Ça fait partie du métier. Bah, ça a été le cas pendant de nombreuses années. Les catcheurs n'allaient pas voir un médecin parce qu'ils avaient mal à la tête, qu'ils avaient envie de dormir, qui sont les symptômes, en général, les plus connus autour d'une commotion cérébrale. Ils n'allaient pas voir les médecins parce que ça faisait partie du boulot, comme quand tu vas bosser dans le jardin, quand le lendemain tu as un peu mal au dos, bah, tu vas pas voir chez le médecin parce que tu as mal au dos. Hein, je sais pas pourquoi je prends mon accent alsacien pour ça, mais voilà, parce que je bosse jamais, j'ai pas de jardin, hein, forcément. Puis mes petites mains ne seraient pas si douces si j'avais, bon, ça ne me sert à rien, mais bon, on sait à quoi ça ne me sert à rien, et donc je pense que c'est aussi ça, et le fait qu'il avait certainement peur qu'au bout d'un moment, on lui dise, comme on dit en alsacien, c'est Stouffil, c'est de trop. Donc, et on en avait déjà parlé, il a repoussé jusqu'à un moment où il pouvait plus repousser. Et là, c'était sans doute trop tard. En fait, le problème, on l'avait cité très rapidement, mais c'est que il a commencé à avoir des seizures, comme on dit en anglais, des sortes de crises. Oui. Et au départ, il les a cachés. À la WWE, il l'a caché au médecin. Et au bout d'un moment, c'est sa femme, Brie Bella, qui lui a dit, écoute, non, là, c'est plus possible. C'est ton travail, c'est dangereux pour notre famille. Bah oui, c'est ça, c'est que non, mais je pense pas qu'elle lui a dit c'est ton travail, c'est dangereux. Je pense qu'elle lui a dit ta vie, surtout. Tu aimes ton boulot, soit t'es passionné, soit, mais bon, maintenant, mec, on va fonder une famille, ça, on veut vivre, enfin les meufs toujours avec leurs idées, bon, il faut que tu vives longtemps, moi je veux profiter de toi, non mais vraiment. L'amour, voilà. Voilà quoi. Hein, sur la planète amour, là, y a rien. Donc, tendresse, un lit. Moi, je pas ce Ali, pardon, hein, je parle de Ishtou. D'accord. Mais si, connaît. Oui, mais pas cet amour-là non plus. L'amour propre. Donc, au bout d'un moment, Daniel Bryan va informer Vince McMahon. Et comme je l'avais expliqué dans un épisode précédent, au départ, Vince McMahon lui dit, écoute, on va t'accompagner pour que tu puisses annoncer ta retraite quand tu le sens, ou alors peut-être remonter sur les rings si ça va mieux. Et quand Daniel Bryan lui a expliqué qu'il a eu ces crises, etc., dont une où apparemment il se rappelle de rien derrière, là Vince lui a dit directement, écoute, tu prends ta retraite ce soir. Et il se trouve que lors de cet épisode de Raw, ils étaient dans l'état de Washington, donc Bryan était chez lui, et il a expliqué que le seul petit réconfort, c'est qu'il avait sa famille qui était présente, sa maman, etc. Parce qu'on avait déjà parlé que son papa l'avait quitté juste après l'un des WrestleMania où il avait remporté le titre. Et juste après son mariage, il était en lune de miel, je crois. Enfin bon, ces 2 dernières années étaient très compliquées pour Daniel Bryan. Et donc voilà, on a ce speech d'adieu. Moi, je voulais juste le préciser parce que je sais que j'étais, en tant que fan, voilà, c'est des moments qu'on vit. J'étais effondré, honnêtement, parce que on vit ces moments avec les catcheurs. C'est comme quand Roman Reigns est venu nous annoncer qu'il avait un cancer. Beaucoup de personnes étaient très émues et très touchées parce que ce mec-là est un de nos héros. Je veux dire, on vit avec lui chaque semaine et pour beaucoup, avec des années. Prenons l'exemple de Daniel Bryan. Donc, quand il annonce sa retraite, c'est en 2016. Moi, personnellement, j'étais fan de lui depuis 2002, je crois, la Ring of Honor, le début de la Ring of Honor. Donc, c'est quelqu'un qu'on a littéralement vu grandir, dont tu sais que c'est le rêve. Il a travaillé énormément pour pouvoir atteindre un niveau qu'il ne pensait jamais pouvoir atteindre au sein de sa carrière. Il a prouvé et ouvert la porte aussi pour beaucoup d'autres personnes derrière. Donc voilà, juste pour dire que c'était un moment vraiment dur, je pense, pour les fans de catch. Vous avez dû, j'imagine, traduire. Oui. Bah, encore une fois, c'est vrai que le discours en tant que tel, je m'en souviens pas tant que ça, vraiment et sincèrement. Mais oui, la retraite de Daniel Bryan, alors aujourd'hui... on est heureux parce qu'il est revenu et que tout semble bien aller, encore mieux, c'est-à-dire qu'il semble avoir justement pris conscience que le catch c'était formidable et on est tous heureux d'être passionnés de cela, mais la vraie vie, comme on dit, à côté est importante aussi, donc c'est bien, il se préserve,
il vient d'avoir un deuxième enfant. Enfin, tout semble bien aller dans le meilleur des mondes, me semble-t-il. En tout cas, de ce qu'il laisse transparaître. Mais cette retraite, oui, m'avait énormément touché. Comme l'a dit Ali, du haut de ses 10 ans. Moi, je connaissais Daniel Bryan depuis le début des années 2000, depuis la première fois où il était arrivé à Rethel, où il était vraiment notre main event en quelque sorte, notre attraction principale, même si évidemment quand tu veux faire d'un catcheur l'attraction principale dans le catch français, ou en tout cas à l'époque, tu prenais plutôt des mecs plus grands, plus gros, plus lourds, mais on était ce qu'on peut appeler un petit peu des smarks, hein, des smart marks. Donc on avait envie de se faire plaisir aussi et de faire découvrir un catch différent aux spectateurs qui n'avaient certainement jamais vu des mecs comme Daniel Bryan sur le ring. Ils étaient habitués au catch français ou aux catcheurs, comme dit, plus musclés, plus haut. Catcheurs différents. Daniel Bryan, voilà, est quelqu'un d'unique. Donc je le connaissais depuis plus d'une décennie. J'avais eu la chance et l'honneur de l'interviewer ensuite au fil de sa carrière à la WWE, dans des avant WrestleMania, dans des venues en Europe ou autres. Et il était resté le même. Donc si encore c'était devenu le dernier des Saligots. Ouais. Bon, et on est quand même triste parce qu'on ne souhaite à personne ce genre de mésaventure. Mais il était resté le même, il était resté humble, il était resté souriant, il était resté sympa, toujours un petit mot, comme dit, et pour la plus grande fierté de mon camarade Booster de la ICWA, il manquait pas de mettre son t-shirt ICWA. Quand il sortait aux États-Unis, il y a une photo célèbre où il est en train de chanter du karaoké, je crois, avec Ted DiBiase Jr. avec le t-shirt ICWA. Je veux dire, c'est la simplicité du mec, tu vois. On lui a filé un t-shirt gratos 10 ans auparavant. Non seulement il l'a gardé, mais il le porte encore, quoi. Et parce que Daniel Bryan n'a jamais été non plus le mec looké. Je veux dire, faut être honnête, c'est pas le gars comme The Rock, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure, qui va acheter les beaux vêtements, les trucs. Daniel Bryan, c'est un mec simple. Il s'habille avec ce qu'il trouve le matin, et voilà, quoi. Dans le reportage Road to Diaries, Wrestling Road Diaries, en tout cas le reportage où on suit Colt Cabana sur le circuit indépendant, tu sais, il y en a dans la première version, c'est Colt Cabana, Daniel Bryan et Sal Rinauro qui sont suivis pendant environ 2 semaines de tournée sur le circuit indépendant. Et c'est super intéressant parce que c'est un moment où Colt Cabana, lui, vient de quitter la WWE après un passage catastrophique, alors que Daniel Bryan, lui, se prépare à signer son contrat. Donc on peut vraiment suivre le contraste entre les deux. Je conseille ce reportage à tout le monde. Wrestling Road Diaries, je crois qu'il s'appelle. Oui, qui était extrêmement célèbre. Enfin, c'était très connu. Ça avait super bien marché. Bah oui, je sais pas si ça s'était beaucoup vendu parce que moi-même je savais pas qu'il y avait plusieurs épisodes, mais j'en ai vu quelques-uns. Oui, ils en ont fait d'autres, ouais. Okay. 3, je crois, en tout cas. D'accord. Mais je les ai regardés en téléchargeant, honte à moi. Donc ils n'ont pas gagné une thune sur moi. Désolé. Et il montrait lors de ces épisodes que souvent, en fait, les catcheurs, quand ils vont dans chaque ville, ils vont dans... Tu m'aideras pour appeler ça, mais tu sais, les magasins type Emmaüs, je crois, ou... Ah, alors ça, je ne connais pas ce genre de magasin. Enfin... Tu veux dire des pawn shops où tu achètes... C'est plutôt des magasins type Goodwill, ils disent en fait en anglais, où en fait ce sont des vêtements qui sont vraiment pas chers. Ah, des friperies en quelque sorte. Voilà, en français. Et l'argent est censé aller après de bonnes causes, je Okay. crois, d'après ce que j'ai compris. Et ils vont dans ce genre de petits magasins acheter des t-shirts à $1, $2. Et dernière petite anecdote par rapport à Daniel Bryan, dans un des reportages à la WWE, ils expliquent que la WWE fait parfois passer des tests à leurs catcheurs, des tests écrits, pour en connaître et en savoir plus sur leur caractère. Et donc apparemment, après ces tests, ils ont des statistiques avec des pourcentages par rapport à la motivation de quelqu'un, par rapport au drive de quelqu'un, à l'envie de quelqu'un, etc. Et Daniel Bryan avait précisé qu'apparemment ces résultats étaient les plus étonnants de l'histoire de la WWE parce qu'il n'avait aucun drive. Il n'avait aucune envie d'être célèbre ou quoi que ce soit. Il n'était absolument pas motivé par la notoriété ou la richesse. Et donc la personne qui lui a fait passer le test lui a dit « C'est incompréhensible que vous soyez... Ouais, qu'est-ce que tu fais là, oui. Exactement. C'est incompréhensible que vous soyez la plus grande star de la fédération actuellement. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Parce et il disait, c'est que l'amour du catch au final. Oui, c'est ça. Il aime ce qu'il fait et il aime le partager, je pense, principalement. Après, bon, il a quand même... Tu peux pas arriver à la WWE sans avoir une envie quand même d'être un petit peu célèbre. Mais l'envie d'être riche, effectivement, je crois pas. Je crois pas que ce soit son truc. Je pense qu'il a toujours aimé... il a aimé la vie de catch. Et c'est vrai que quand tu es dans le circuit indépendant et que tu as vécu ce qu'il a vécu, c'est-à-dire faire tout le circuit indépendant aux États-Unis, partir au Japon, faire des tournées en Europe, et que tu aimes ça,
c'est que tu n'as pas non plus forcément de grandes envies. Enfin, il aurait pu faire ça toute sa vie. Et faire ça toute sa vie, tu vis humblement, il faut être honnête. Tu voyages pas en première classe dans les avions. Tu es trimballé des aéroports jusqu'aux petites salles en bagnole, souvent par les organisateurs des shows. Comme dit, ça pouvait être à côté de moi, conduit par un jeune catcheur. Enfin, tu dors dans des hôtels, pas les meilleurs hôtels du monde. Mais il faisait pas la gueule. Il y a beaucoup de catcheurs qui sont super sympas, mais qui quand même sont fatigués, qui font la gueule. Lui, il était toujours souriant, il était toujours heureux. Donc effectivement, tu sentais que cette vie simple lui convenait. Donc effectivement, la WWE, ben, c'était le Graal, comme tous les fans de catch, mais certainement pour le côté... je veux aller là où, quand j'étais jeune, je rêvais. En fait, je regardais tous ces superstars quand j'étais plus jeune, et j'aimerais y être aussi un jour. Mais pas pour les grands hôtels, pas pour ce genre de choses, effectivement, pas pour avoir des costards à 10 000 euros ou à 10 000 dollars. C'est vrai qu'il a jamais changé. Quand tu l'avais en interview, même après sa retraite, quand il est devenu manager général de SmackDown, il était pareil. Il venait avec ses chemises un peu à carreaux, ses chemises canadiennes, là, bon, qui vont devenir très à la mode finalement avec les hipsters. Oui. Mais bah, Daniel Bryan était hipster avant l'heure, que ce soit de la barbe, le look. Il est peut-être d'ailleurs une inspiration du look hipster. Bon, quoi qu'il en soit, bah, c'était effectivement très touchant et très triste. Et un truc quand même que je regrette, c'est on parle de ces commotions cérébrales, moi je repense toujours et encore à ce diving headbutt, ce coup de boule du haut de la troisième corde dès Harley Race, l'ancien, je crois, 8 fois champion du monde, Hall of Famer, manager de Vader notamment à la WCW. Harley Race a été le premier à dire aux jeunes générations, donc après lui, ne le faites pas. Moi, j'ai eu des gros problèmes de santé à cause de ça. Ensuite, il y a eu le Dynamite Kid. Pareil, le gars a fait ça, il a fini en fauteuil roulant et à être vraiment pas bien dans sa tête. Et Daniel Bryan, malgré tout ça, a continué inexorablement à faire ses diving headbutts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me stressait à voir, et je me demande même si je lui ai pas dit une fois, avec tout le respect que je lui ai dit, arrête de nous faire chier. Non, mais je crois qu'un jour je lui ai dit, le diving headbutt, pourquoi tu continues dans une interview, tu sais que c'est dangereux et tout. En même temps, je voulais pas non plus, c'est compliqué, tu vas pas, qui suis-je pour donner des leçons à Daniel Bryan? J'ai jamais sauté de la troisième corde, encore moins la tête en avant. Je ne main eventerai jamais aucun show de ma vie. Mais c'était simplement, et je crois, il me semble lui avoir dit, et d'avoir précisé quand même derrière, pardon de te le dire ainsi, mais c'est vraiment par amitié, même si on n'est pas amis, mais pour toi que je dis ça. Pourquoi tu t'entêtes vraiment à faire ces diving headbutts? Est-ce que tu trouves pas que c'est trop dangereux? Et je crois qu'il avait un peu évité la question avec une petite blague, en souriant, parce qu'il est très comme ça aussi, Daniel Bryan. Il va pas vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va jamais dire je suis crevé, truc. Il y aura toujours un sourire, il y aura toujours une petite vanne, et il faut toujours regarder un peu derrière ou dans les yeux, voir s'il y a de la fatigue ou s'il est vraiment heureux d'être là à ce moment-là, parce que c'est un être humain, donc il y a des moments où il n'est pas forcément heureux, il y a des moments où il est plus fatigué que d'autres. C'est un personnage à part. Mais voilà, je voulais quand même insister sur ce fichu diving headbutt qui devrait, à mon avis, être tout aussi boycotté dans le monde du catch que certaines prises extrêmement dangereuses pour la nuque, notamment. Oui, moi je comprends pas trop l'intérêt. Après, comme tu l'as dit, va dire à Daniel Bryan d'arrêter de faire une prise. Bon voilà, maintenant il le fait plus du tout. Oui, pas moi, mais je veux dire, sûr. ses camarades superstars. Je sais que dans beaucoup d'interviews aussi, c'était évoqué, parce que pendant de nombreuses années, aujourd'hui moins, certains d'entre vous ne connaissent peut-être même pas Harley Race et Dynamite Kid, Harley Race qui nous a quittés, je crois d'ailleurs malheureusement. Mais pendant de nombreuses années, il y avait beaucoup d'interviews qui sortaient de Harley Race qui disaient, voilà, oui, diving headbutt, faut pas faire. Et beaucoup de gens immédiatement faisaient la comparaison avec le Dynamite Kid qui a fini dans un fauteuil roulant et mentalement quand même assez déstabilisé, pour prendre le premier mot qui me vient à l'esprit. Mais Daniel Bryan a continué. Et je pense que ça aurait peut-être... le destin aurait été différent. Bon, on ne sait jamais, mais... Voilà. Bon, Dynamite Kid, quand tu lis le livre de Bret Hart, tu sens que il a jamais été très bien dans sa tête. Oui, c'était pas que les diving headbutts, entre eux, effectivement, la drogue. Il a jamais été très bien dans sa tête. Et certainement beaucoup de traumatismes personnels. Mais quel catcheur. Donc... C'est aussi ça, c'est un point quand même assez, je trouve... oui, hein. Dans le monde du catch, à quel point nos grandes... des mecs qui sont, ou
pourraient être nos grandes références catchesques sont aussi contestables. Parce que, c'est vrai qu'honnêtement, et c'est triste ce que tu viens de dire, peut-être que certaines des jeunes générations ne connaissent pas Harley Race. Bon, Harley Race, ce serait plus compréhensible, parce que là, on parle quand même des années 60. Oui, mais il a quand même... Oui, mais quand en tant même, que tu catcheur, devrais connaître le nom quand même, normalement. Parce que The Legend Killer Randy Orton, c'est... Harley Race faisait partie des premières légendes que Randy Orton a attaqué, à qui il a craché au visage. Donc il était encore un petit peu présent. Puis on le voyait au Hall of Fame régulièrement. Il était cité régulièrement au Hall of Fame par tous ces catcheurs qui entreront. Ric Flair, Dusty Rhodes. Tous avaient forcément un mot pour Harley Race, puisqu'il était le champion de référence pendant de nombreuses années. 8 fois champion à une époque où la plupart des mecs en avaient 1 ou 2 de titres. Et 1, c'était déjà énorme. Et par contre, pour... c'était qui l'autre catcheur dont on parlait ? Dynamite Kid. Par contre, oui, Dynamite Kid, j'ai toujours trouvé que c'est vraiment triste, quoi, parce que il a pas du tout, on va dire, les hommages actuellement. Oui, mais entre guillemets, presque à juste titre, même si on ne peut malheureusement que le comparer, par exemple, à Chris Benoit, dont c'était le héros. Chris Benoit était idolâtré Dynamite Kid. Et ils ont eu Dynamite Kid, ça s'est joué à pas grand chose, qu'il ait aussi du sang sur les mains. C'est ce que j'allais dire. Heureusement, il l'a jamais fait, mais oui, malheureusement, il a menacé sa famille. Avec une arme, il y a eu beaucoup d'histoires. Donc bon. C'est voilà, mais n'hésitez pas, bien entendu, pour les fans qui connaissent pas, Best of Dynamite Kid contre Tiger Mask. Oui, vous avez des vidéos sur YouTube, des tops de leur match, et c'est à voir absolument. C'est-à-dire que ça a 20 ans d'avance. C'est comme regarder du catch du milieu des années 90, sauf que, je dis 20 ans, mais 10 ans d'avance, c'est bien avant ça. C'était fou. On passe au Raw du lendemain de WrestleMania 32 ? Avec grand plaisir, écoute, sans transition. Sans transition. Prendre un petit peu de hauteur, j'allais dire. Non, mais on redescend un petit peu. Des sujets moins graves, plus joyeux, oui. Ce qui nous intéresse. Moi, ça ne vous intéresse pas. Oui, elles n'ont pas le choix, et vous non plus. On va relancer un petit peu. Donc, c'est la nouvelle saison après WrestleMania, donc il va y avoir de nouvelles storylines, des débuts. On peut commencer avec un changement de titre que tu avais mentionné la semaine dernière. Tu t'en rappelais ? Moi, je ne m'en rappelais pas. Bah ouais, non, mais quand même, j'ai pas tout oublié. Et ça devrait vous rassurer un petit peu, parce que beaucoup de gens se moquent de moi par rapport à tous ces souvenirs oubliés, par rapport à ma vie. Mais je me souviens mieux de la vie des autres. Oui, c'est ça l'altruisme à la juste. On est comme ça, nous. J'ai des amis, des Ishtou, des Prai qui ne nous écoutera jamais, mais qui connaissent ma vie mieux que moi, je ne la connais, parce que, évidemment, beaucoup de ces expériences que j'ai pu vivre avec eux n'étaient pas forcément à un taux d'alcoolémie zéro. Mais je connais la vie de certaines superstars bien mieux que je connais la mienne, et j'en suis fier. Oui, mesdames et messieurs. Et avant de passer quand même au rôle du lendemain, je précise que nous y étions avec Monsieur Chéreau, nous étions ringside, nous avions commenté le show en direct sur place, hein, contrairement à une fois à l'avant où on avait fait de la figuration, en quelque sorte. Nous y étions et on faisait semblant de commenter. Là, on a commenté en direct, c'était diffusé en direct. Il y avait nos amis italiens également, que je salue humblement, qui ont eu droit à un 2e anniversaire avec leur ceinture. On en a parlé dans l'épisode précédent, des messages de superstars mieux que les nôtres. Hein. Enfin, nous, on avait Rey Mysterio, soit c'était classe, mais eux, ils ont Jeff Hardy, ils ont eu... j'ai oublié. Mais je les embrasse parce qu'ils nous écoutent. En tout cas, Luca, buongiorno, mon ami, qui m'a dit qu'il a écouté l'épisode précédent, qu'il a beaucoup aimé. Donc, merci Luca. Donc, on était sur place, on a commenté l'après-midi, interview dans les vestiaires avec Natalia, avec AJ Styles, avec Titus O'Neil, hein, évidemment. Titus O'Neil, si on n'avait pas Titus O'Neil dans l'interview, c'était une journée de merde. Il faut comprendre, Titus O'Neil était rarement très occupé. Donc la WWE, allez voir Titus O'Neil, tu veux faire une interview avec les Français ? Oui. Donc il venait. Et petite anecdote également, on n'a jamais dit ça de manière publique en quelque sorte, mais sachez par exemple que quand on interviewe AJ Styles, qui n'est pas très grand. AJ Styles, vous le savez certainement, c'est pas la superstar qui a la plus grande taille à la WWE. Eh bien, pour que AJ Styles paraisse plus imposant, on se baisse, Monsieur Chéreau et moi-même. Et donc, on fait en fait l'interview avec les genoux un petit peu pliés, quoi. Okay. Ce qui fait que parfois, si vous regardez attentivement, en fin d'interview, on est un petit peu comme ça parce qu'on commence à en chier. Parce que c'est comme on est deux grands athlètes. Vous le faites par respect ou ils vous le font comprendre que Non, honnêtement, je crois pas qu'il nous l'ait un jour dit, mais ça nous paraissait.
il faut mettre la superstar en avant. Oui, quoi. voilà, ça me paraissait logique. Après, je vous dis pas que c'est pas quelque chose que les Américains font peut-être aussi, mais nous, ça nous... Bah, je sais que par exemple, Renee Young a enlevé ses talons quand elle interviewait certaines superstars, on en avait déjà parlé, Triple H l'avait balancé face cam, boum, regardez ses pieds. Pour pas être plus grande, parce que forcément, une femme avec des talons dépasse parfois même des Triple H. Mais nous, oui, on le faisait par respect pour AJ Styles, par respect pour ces autres superstars, parce que voilà, ce sont les athlètes, c'est eux qui doivent être mis en avant. Et Mais comment tu ça- fais si tu interviews Hans Hogan, par exemple? non, mais si tu interviews Hans Vogel, évidemment que non, parce que ça fait partie de son personnage déjà. Et puis il y a d'autres superstars aussi où on s'est peut-être moins posé la question. Quand c'est des superstars de 205 Live ou des cruiserweight, bien sûr qu'on va pas forcément. Mais je me souviens pour AJ Styles qu'on avait fait entre guillemets, ce petit effort, quoi, mais qui était énorme hein, pour Philippe et moi, encore une fois. Enfin, surtout pour moi, parce que Philippe n'a pas l'air, mais il est un grand athlète, moi non. Donc voilà, petite précision, vous vérifierez sur la photo que Ali diffusera maintenant. Oui, je laisse le temps aux gens de digérer la photo. Que AJ Styles est soit à peu près de la même taille, et ça veut dire qu'on en chiait déjà et qu'on est un peu remonté, soit qu'il est plus grand que nous. Parce qu'en vrai, je crois qu'il fait à peu près ma taille. Ok. Ce qui est pas énorme, hein. Moi, je crois que je fais 1m73 selon la température. Il hoche la tête. Quoi que je dise, il hoche la tête ou il sourit bêtement. C'est un con. Je commence à leur donner raison. On citait donc la perte du titre de Zack Ryder. Ouais. Après 24 heures. 24 heures de règne, cette victoire magnifique lors de WrestleMania 32. Et Zack Ryder qui perd le titre le lendemain face à The Miz. Et avec le retour Exactement. de Maryse, je crois que c'était ça le début du couple. Je crois que c'est la première fois de ça, là, que Maryse vient aider son époux, là. Maryse vient aider son chum, que le Miz est aidé par sa blonde, que le hit couple, là, il est en force, là. Ça te fait pas plaisir, là. Ah mais Maryse. Oh, il y a là du plaisir. Maryse magnifique. Maryse... Maryse Wallet. grande catcheuse de la WWE. Et cette alliance, ce couple est parfait. Honnêtement, j'ai toujours trouvé que The Miz et Maryse se sont parfaitement trouvés. Ils ont l'air d'aller bien ensemble, ils ont l'air d'être joyeux ensemble. C'est un beau couple. Joyeux, là. Un beau couple, moi je trouve. Ça, ils transpirent la joie, là. Et donc Maryse intervient et grâce à sa femme, The Miz récupère le titre intercontinental. Mais il y a d'autres débuts / retours, on va dire, lors de cet épisode de Raw. Notamment des gens qui viennent du côté de NXT, Baron Corbin, Apollo Crews, Enzo et Cass. Bon, Baron Corbin, on en avait parlé. Il gagne la bataille royale en l'honneur d'André le Géant la veille. Et à Raw, ça m'a permis, je n'ai plus la photo, je pense qu'elle doit être disponible quelque part, mais de faire le combat justement, cette pose-là. Parce que Baron Corbin pose comme ça devant, et moi je suis au second plan, et je vois que la cam est sur moi, donc je fais pareil comme ça. Voilà, le connard d'Ajus, hein, toujours prêt à se mettre en avant. Mais oui, Baron Corbin qui avait effectué ses débuts officiels la veille, mais qui confirme en quelque sorte sa présence dans le roster principal. Voilà, et qui va être lancé donc lui de son côté dans une rivalité avec Dolph Ziggler. Apollo Crews qui fait ses débuts, mais honnêtement les premiers mois d'Apollo Crews ne vont pas être particulièrement marquants. Oui, j'ai envie de dire les premières années. C'est que je vais pas oser le dire, mais je le dis, j'ai pas peur, moi. Je dis les choses, moi, j'ai pas peur de les dire. Et puis par contre Enzo et Cass qui ont directement été adorés par la foule. Oui. Et ça va durer. Au début, l'histoire d'amour va durer, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas, mais pendant les premiers mois, il va y avoir une belle histoire d'amour entre Enzo et Cass et les fans. Par contre, il va y avoir un petit accident lors du prochain pay-per-view, donc on va y revenir également dans un instant. Entre les veaux de vilains. Exactement. Ouais, je m'en souviens bien. Au niveau des storylines, on peut citer un match à 4 le lendemain de WrestleMania 32 pour définir le challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns. Donc nous avons un 4-way, Chris Jericho contre AJ Styles, contre Sami Zayn, contre Kevin Owens. Sauf que Kevin Owens attaque Sami Zayn dans les coulisses. Pas sympa. Et c'est Cesaro qui était également parti blessé. Cesaro qui était également blessé, qui effectue son retour et qui remplace Sami Zayn dans le match. Mais au final, c'est AJ Styles qui remporte le match. En battant Jericho. En battant Jericho. Et donc derrière, ça veut dire que AJ Styles est #1 contender. Et ça faisait plaisir. Parce qu'après cette rivalité, comme on l'a dit... oui. Mi-figue, mi-raisin. Mif-mir, comme dirait Yann. Ah bon, comment il dit? Mif-mir. Mif-mir. Donc après cette ça, rivalité... c'est la jeunesse. Non, mais
J'en entends de plus en plus des expressions comme ça et ça me fatigue. Depuis déjà... Ouais, il avait sorti comme ça une fois quand on faisait une review de NXT à la Nouvelle-Orléans. Je pense qu'on était tous les deux très joyeux le lendemain de NXT. Voilà, Yann avait sorti ce Mifmir, ça m'avait marqué. Donc voilà, Quel charisme. on se dit directement AJ Styles qui est lancé dans le main event de la WWE, ça fait plaisir. Et surtout, en fait, AJ Styles ne sera pas seul, car on peut déjà le mentionner. Mais la semaine d'après, nous avons le droit à 2 autres débuts. Ah oui. Lors du Raw du 11 Tout à fait. avril cette fois-ci. Il s'agit de Gallows et Anderson qui sortent de nulle part, qui sortent du public. Ils débarquent sur le ring et ils attaquent les Usos. Bonne pop pour Gallows et Anderson lors de leur début. Beaucoup d'espoir, je pense, pour beaucoup de gens, Mhm. de voir peut-être débarquer d'une certaine manière un remake du Bullet Club. J'avoue que je connais deux noms, mais et je connais quelques points de l'histoire de ce célèbre club venu du Japon, mais je connais pas bien du tout, et j'ai pas du tout suivi. Mais j'étais moi-même enthousiaste. Je me disais, ah bah, après, parce qu'il venait de tourner un petit peu dans le monde, en quelque sorte, hein, outre le Japon. Moi, je sais qu'ils étaient à la VXV, du côté de l'Allemagne, Mhm. qu'ils avaient affronté Peter Fischer et Lucas Di Leo, nos artistes français. Et là, ils arrivaient à la WWE, et je pense que beaucoup de gens bah, voilà, espéraient une sorte de nouvelle NWO avec ce club. Et pareil, des espoirs, malheureusement, jamais assouvis. Bon, je suis un fanboy du Bullet Club, hein, je le précise. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'avaient jamais Ah, d'ailleurs, fait... est-ce que le logo de Catch Club n'est pas inspiré Un des logos de Catch Club est inspiré du Bullet Club, mais je vais dire le nom, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Catch Club est inspiré du Bullet Club à la base. C'est pour Ah ça bon, que j'ai appelé... tu ne l'as pas volé à Jérôme Pourrut qui avait Ah créé non. Catch Club il y a Jérôme m'en 2 a parlé. décennies de cela. On le salue, Jérôme m'en Hein, avait parlé. Oui. Catchclub.fr à l'époque existait, j'écrivais des articles dessus. Hein, Voilà. c'était connu à une époque. Mais oui, non, Jérôme m'en avait parlé en effet, mais je n'étais pas au courant en effet qu'il y avait un Catch Club apparemment au début des années 2000. Oui, tout à fait. Et donc oui, non, à la base, si j'ai lancé le nom Catch Club, c'est parce que c'était à la période où il y a 3 ans, moi j'étais à fond dans le Bullet Club. J'avais pu suivre ce clan dès le départ, parce qu'il se trouve que je ne sais pas pourquoi, mais j'étais super fan de Finn Balor à la New Japan avant même le début du Bullet Club. Ce gars avait quelque chose, je trouve, de particulier. Donc ensuite, il y a eu la création du Bullet Club. Quand Finn Balor est arrivé à la WWE, en fait, c'était AJ Styles qui l'avait remplacé en tant que leader au Japon. Et donc Gallows et Anderson... Gallows n'est pas un membre fondateur. Anderson est un membre fondateur du Bullet Club. Il était en solo d'ailleurs, Anderson, à ce moment-là. Oui. Il était en solo, oui, il avait fait une finale G1 à l'époque. C'était énorme pour un Américain. Et donc en fait, Gallows est arrivé quelques mois plus tard. C'était l'un des premiers membres qui a rejoint les 4 membres fondateurs, avec les Young Bucks qui sont arrivés également très rapidement ensuite. Les membres fondateurs, c'était donc Prince Fergal David, Prince Balor, Tama Tonga, Bad Luck Fale et Carl Anderson. Forcément, on espère... en fait, comment dire, ce clan, pour moi, est la définition de cool ces 10 dernières années. Comme la NWO et la DX étaient un petit peu dans les années 90. Donc on espérait forcément que ce soit pareil du côté de la WWE. Faut savoir que Gallows et Anderson, à la base, n'étaient pas vraiment voulus par la WWE. Et c'est plus pour faire plaisir à AJ Styles que la WWE a dit, écoute, du coup, si tu veux, on peut également proposer un contrat à Gallows et Anderson. Il les intéressait, hein. C'est pas non plus juste pour faire plaisir. Ils étaient intéressés. Il y a de l'expérience, il y a du talent, il y a du charisme, il y a du savoir-faire même au micro. Enfin, pour avoir eu la chance de les interviewer quelques fois. Et comme dit, ça fait partie des mecs les plus sympas qu'on ait rencontrés à la WWE, avec qui on a toujours pu aller un peu plus loin. Je veux dire, ils ont botté le cul de Shero en interview à Londres pour les jeux WWE. Aux États-Unis, on a chanté avec eux. On a fait une interview complètement folle à Access un jour où tout d'un coup Paige nous a rejoints. Oui, j'ai regardé ça. Enfin voilà, c'est vraiment des mecs détente. Et puis Gallows, c'est marrant que la WWE d'ailleurs n'ait jamais utilisé ses talents d'imitateur, parce que très fort pour raconter des histoires, imiter. Donc ils auraient pu utiliser ça dans des storylines, parce que moi je me souviens que les Dudleys par exemple, quand ils sont arrivés de la ECW, ils leur ont fait recommencer au début et ils ont utilisé Bubba Ray en Stunner, mais en français. Il bégayait, voilà. C'était la première gimmick en quelque sorte de Bubba Ray Dudley à la ECW, pas tout à fait mais presque. Et ils ont utilisé ça pour le rendre un peu populaire, vu qu'ils maîtrisaient le bégaiement. Allons-y, allons au bout du truc. Là, donc Gallows, ils auraient pu utiliser ça, ça aurait pu marcher.
Petite anecdote encore une fois, car vous savez qu'on cite souvent je cite souvent leur podcast Talk and Shop. Gallows et Anderson ont raconté leur premier... Oui, qui n'est que top 23, rappelons-le, dans les top 4 sports en France. Exactement, Gallows et Anderson qui ont expliqué leur première rencontre avec Vince, qui est arrivée juste avant ce Raw. Parce qu'à la base, en fait, ils devaient démarrer la semaine d'avant, le lendemain de WrestleMania, et au final, ça ne s'est pas fait. Donc, lors d'une interview avec Chris Jericho, ils racontent, ils font « Ouais, Gallows et Anderson, ils sont en mode secret », et d'un coup, on les voit au catering en train de manger comme ça. Ils font « Bon, maintenant, on démarre la semaine d'après. » Première meeting avec Vince McMahon dans le bureau de Vince. Ils sont entrés, et là, il fait... on savait pas quoi dire à Vince McMahon. Donc, bonjour, non, peut-être, ça aurait pu commencer par bonjour. Donc au final, ils ont regardé Vince, ils ont fait est-ce que ces tenues, ça te va? Est-ce qu'on peut faire nos débuts avec ça? Vince a levé la tête, il a fait pantalon et t-shirt gris noir comme ça? Oui, c'est bon. Vous avez d'autres questions? Gallows et Anderson, ils se sont regardés, ils ont fait bah non, en fait, on savait pas quoi dire. Et là, Vince les a regardés en faisant ah, si seulement tous mes employés étaient comme vous. Apparemment, c'est ce que Vince leur a dit. Et ils ont expliqué derrière qu'ils étaient dégoûtés parce qu'au final, ils n'ont pas eu beaucoup de rencontres derrière après avec Vince. Ah oui. Et donc, ils auraient dû se lâcher en fait lors de ce premier rendez-vous. On veut ci, on veut ça, oui. on veut l'hôtel à 30 000, on veut le mini-jet. Non, mais oui, effectivement, ils auraient dû en profiter pour. Comme quoi, soyez toujours prêts. Hein, parce que tout ça, c'est pas que dans le monde du catch. Hein. Vous pouvez un jour croiser votre patron de nulle part dans l'ascenseur ou un truc, et il va vous demander, il va vous poser une question anodine. Et ben, essayez d'être prêt à répondre et à peut-être enchaîner sur des choses qui vous tiennent à cœur. Bah, c'est l'épisode anecdote. Hein. Cet épisode, donc j'en profite, mais ça nous fait penser à l'anecdote d'Eric Bischoff et Ted Turner. Ah, quand tu dis qu'est-ce qu'il te faut? Bah, je veux 3 heures, enfin. Give me prime time. Ouais, donne-moi 1 heure le lundi soir à 21h. Oui. Et quand un jour, Eric Bischoff avait réuni avec donc, le patron du groupe où la WCW était diffusée. Ted Turner. Ted Turner. Si vous ne connaissez pas Ted Turner, n'hésitez pas à chercher. C'est un vieux monsieur aujourd'hui, il est encore vieux, je crois. Mais c'est un des plus grands hommes de télévision de l'histoire des États-Unis. Il a créé les chaînes TNT. Qui existe encore, puisque ça diffuse aujourd'hui l'Anilamitte, TBS, Turner Broadcast Station, et ça a été l'un des plus grands soutiens du monde du catch, pour rester dans notre passion, de l'histoire des États-Unis. Sans Ted Turner, pas sûr que le catch aurait réussi, parce que dès le début, il a utilisé le catch pour lancer ses chaînes. Un peu comme NT1 à l'époque a utilisé la WWE pour se lancer avant de nous envoyer misérablement chier. Et ben Ted Turner, lui, a lancé plusieurs de ses chaînes, notamment TBS, avec la NWA, la WCW. Et par contre, lui, il a toujours eu confiance. Et en fait, quand la WCW a fermé, c'est parce que son entreprise avait été rachetée par un conglomérat AOL, Time Warner. Ça, c'est encore parce que ça va avoir des répercussions en France. On en a déjà parlé. Moi, je perds mon boulot, mais bon, bref, je m'en fous. Mais Ted Turner, voilà, ça fait partie des gens quand même que vous devriez connaître. Et puis, c'est pour l'histoire même du média télévision aux États-Unis. C'était un homme très important. Et donc, il avait cette réunion avec Eric Bischoff où un jour, il voulait apparemment Ted Turner battre vraiment la WWF. Oui, il était dans une guerre avec Vince McMahon. Il y avait eu une vieille histoire, Vince McMahon. Rachat de show, télé, il avait etc. chouré 1 heure de télévision. Enfin bon. Voilà. Tout est disponible sur Wikipédia, bien entendu, à ce niveau-là. Non, mais après, on serait ravis de vous raconter plus amplement. On n'a pas fait les années 90 dans la cloche. Un jour, on reviendra quand en ce arrière. sera fini. Quand ma carrière sera terminée, quand je serai viré, on reviendra en arrière. Il rigole bêtement, mais parce que ça va arriver. Ne vous faites pas d'illusions. Moi, je m'en fais pas. Ça va arriver. N'importe quoi. Je rigole par rapport au plaisir de me dire tous les sujets qu'on pourra traiter quand on va s'intéresser aux années 90. Parce que là, mine d'or, quoi. Ah, bien sûr, oui, évidemment. Donc, en fait, oui, c'est une réunion entre Eric Bischoff et Ted Turner. Ted Turner dit à Eric Bischoff limite super bien dans une interview qui est même passée par la WWE dans un reportage. Il fait « Oh, Erica !» Parce que c'est un gars du Sud. Et Monsieur McMahon, d'ailleurs, s'en moque souvent parce que Monsieur McMahon dit « wrestling ». Et Ted Turner dit plus wrestling, comme ça. Il a cette diction d'un gars du Sud, quoi. Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir concurrencer la WWE? Et là, Eric Bischoff fait, mais je m'attendais absolument pas à ce qu'on me pose cette question. Et du coup, il fallait que je réponde quelque chose du tac au tac. Et c'est là qu'il a répondu Give me prime time. Donc donne-moi le prime time, le show à 20h aux États-Unis. 21h, plutôt. 21h sur une de tes grandes chaînes. Et il s'est dit, il me donnera jamais ça. Parce que Bischoff, il explique que lui, dans sa logique, il s'est dit qu'il lui donnera jamais ça. Et là, Turner s'est retourné vers un assistant, il lui a dit, bah oui, comme tu l'as dit, donne-lui 1 heure le lundi soir
Face à Raw. sur TNT face à Raw, ce qui va mener à la guerre dès lundi soir, la fameuse. Dernière chose juste sur Ted Turner, j'ai oublié, mais c'est comme la chaîne la plus célèbre qu'il a créée, c'est CNN. Ok. Qui était la plus grande chaîne d'information avant évidemment la création de Fox News, mais qui me semble avoir été la première chaîne d'information 24 sur 24 au monde, CNN. Ok. On a d'ailleurs avec Monsieur Chéreau visité les locaux de CNN après WrestleMania 27, celui qui était à Atlanta. Les locaux sont à Atlanta. On avait fait semblant de faire le journal télévisé comme vous pouvez le faire à Access. Vous pouvez faire semblant d'être commentateur, à CNN, vous pouvez faire semblant d'être le journal. Et je crois que les mecs avaient été surpris, genre, oh là, mais ils se débrouillent pas mal. Ouais, bon. Enfin, surtout Chiro, il a 10 ans de télé derrière. Ah non, mais surtout vous. Ouais, je sais, non, parce que moi j'ai du talent. Je serai bientôt viré. Ah bon? Oui, oui. Bref, pardon. Donc, la suite. Au prochain numéro! Juste donc pour finir d'ailleurs bientôt sur cet épisode, est-ce que toi tu as d'autres petits détails par rapport à la fin de ce voyage pour WrestleMania 32? Honnêtement, Tout s'est bien passé, tout s'est bien rentré. tout s'est bien passé, tout s'est bien rentré. Oui, ça ne veut absolument rien dire. Alors, ça laisse sous-entendre des choses dégueulasses. On veut savoir! Vous ne saurez pas, et puis malheureusement, rien. Si ce n'est, j'avoue que je ne m'en souviens pas forcément, mais un camarade de l'ancien temps de l'époque AWN, se nommant David Jouot, qui est passionné de old school et de version française pour le catch, qui a retrouvé de nombreux shows commentés par Édouard Carpentier et Guy Auret, qui étaient mes idoles de jeunesse, des shows qui n'avaient pas été diffusés en France mais au Canada, et comme par exemple le WrestleMania 7 ou le Royal Rumble 90 ou des choses comme ça, me parlait il n'y a pas longtemps justement de WrestleMania 32, comme quoi pendant 2 jours on a été avec Monsieur Chiro sur le network avec WrestleMania 32. Et on n'était pas au courant, et je me souviens d'avoir reçu tout d'un coup des mentions Twitter en disant « Ah, ils sont sur le network, ah bon, on est sur le network ». Puis finalement, on avait été remplacé par Jean Brassard et Philippe Hartmann, version qui a été diffusée sur la chaîne L'équipe cet été. Et puis finalement, leur version a également été enlevée, et puis maintenant il n'y a plus de VF sur le network. Alors je ne sais pas comment ça s'est goupillé, je ne sais pas si c'était dans les deux cas une erreur ou une volonté de la WWE, j'avoue, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que, et beaucoup me posent encore la question, à l'époque, je crois, on n'a même pas commenté le DVD. Je crois que ça s'est arrêté. Je crois que c'est l'avant-dernière. Enfin, c'est la dernière fois, ou devrais-je dire plutôt, c'est le premier WrestleMania qu'on ne commentera pas en DVD. Il y en a un autre qui va sortir, mais qui utilisera la version live aux États-Unis, qu'on n'aura donc pas commenté expressément pour la sortie DVD. Mais voilà, je crois que ce sera le début de la fin des DVD. Pourquoi on ne commande plus les DVD? Parce que c'est un choix du diffuseur en Europe de ne plus mettre de VF. Je crois qu'il continue à mettre de l'allemand en utilisant la version allemande qui est sur place et la version anglaise. C'est tout. Parce que, faut être honnête, le marché du DVD c'est quand même un petit peu effondré. C'est ce que j'allais un petit peu dire. Peu de gens achètent encore des DVD. Là, mais pour le moment, ils les sortent encore en Europe. J'ai vu, quelqu'un m'a tweeté ce week-end le Royal Rumble 2020, retour d'Edge, voilà ma dernière acquisition. Et il y avait à l'arrière, il avait pris la photo et il y avait le petit drapeau allemand et le petit drapeau anglais. Ouais, bon, après oui. Peut-être que certaines personnes aiment bien avoir encore les collectionneurs. Exactement, voilà, les collectionneurs. Mais après, c'est vrai que... t'as le network, t'as tout, quoi. Tu as le network, t'as tout. Et puis, les gens un peu moins honnêtes ont Internet et ont quasiment tout. Donc, non, mais... C'est vrai que le network, c'est quand même super pratique. Lors du dernier pay-per-view, il y avait un moment où il y a eu une blessure. C'était Angel Garza. Oui. Et moi, j'ai raté le moment, en fait, où il y a eu la blessure et que l'arbitre a fait X. Donc quelqu'un dans le chat, parce que je fais des live réactions sur ma chaîne YouTube pour chaque pay-per-view. Oui, évidemment, Ali de Catch Club, il s'appelle pas vraiment de Catch Club, hein. Catch Club c'est sa chaîne, d'ailleurs vous avez le lien dans la description. Yes. Et quelqu'un me dit dans le chat, non mais regarde... regarde un peu toutes les choses qu'on pourra faire. Si on est vieux. Non, il y a une blessure. Et là, la magie du network, c'est que tu peux quand même rembobiner pendant le live. C'est tout bête, mais c'est super pratique pendant un pay-per-view quand tu veux revoir des choses. Oui, parce que c'est vrai, on est en 2020. Mais parce que si vous vous rendez compte, nous avant, il fallait qu'on enregistre sur une cassette, qu'on croise les doigts déjà que l'enregistrement ne foire pas, que la cassette n'explose pas en vol. Elles explosaient pas, mais parfois elles étaient trop usées. Enfin bref.
Et puis il fallait attendre ensuite et rembobiner. Pour rembobiner au début de la cassette, parfois, si c'était une cassette de 4 heures, ça te mettait 5 minutes, quoi. Hier soir, Alan Storm a posté un tweet pour montrer à quel point la WCW était à la pointe de la technologie. Un mémo que les catcheurs ont reçu en 2000, pour demander à tous les catcheurs d'acheter un fax pour s'occuper de machines fax, car la WCW pensait que c'était le nouveau meilleur moyen de communication pour pouvoir communiquer avec ses catcheurs. 2000 Ouais, 2000, non, oui, parce que, oui, 97, il y avait déjà, enfin, 95, je pense, 14 même, aux États-Unis, Internet était déjà bien lancé. Ouais. Fin des années 90, c'était bien démocratisé, et effectivement, début 2000... WCW à la pointe de la technologie, comme d'habitude. On va continuer donc lors des 2 prochains épisodes avec les 2 prochains pay-per-view juste après WrestleMania. On a 2 pay-per-view au mois de mai, Payback et Extreme Rules. Et bien entendu, en fait, à Payback, on a d'abord les premiers matchs, et à Extreme Rules, ça va plus ou moins être la même carte, mais avec des stipulations. Donc, on vous garde ça pour le prochain épisode. Alors, on ne vous ment pas, on vous dit tout, vous le savez, je suis absent la semaine prochaine, donc nous allons enregistrer. Voilà peut-être pourquoi cet épisode est un peu plus court, et que le suivant sera également un peu plus court. Mais ensuite, on enchaînera aussi avec Bercy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ces shows à Bercy, et pourtant, ils arrivaient tous les ans. On devrait d'ailleurs faire un petit retour en arrière, voir un petit peu les matchs ouf qu'il y a eu ces dernières années, et le show qui arrivait juste là, parce que ça avait été un show assez sympa, et puis il y avait eu quand même pas mal de VIP qui s'étaient déplacés. Et on évoquera également, juste avant Bercy, le passage dans l'émission Touche pas à mon sport, avec notamment Estelle Denis, et ce passage mythique, notamment pour ma marraine. Je salue également ma maman, bien sûr, qui regarde cet épisode, mais ma marraine qui m'avait félicité parce que j'avais vanné Henri Lecomte. Et elle déteste Henri Lecomte, donc voilà... m'a rarement félicité dans ma vie, ma marraine, mais ce jour-là, elle m'avait félicité. Ouais. Merci marraine. Donc oui, là, on fait 2 épisodes courts, mais après ces 2 vendredis, vous avez le live. Oh purée. Vous avez le live. Le live, j'avais oublié, le 30 octobre. Oui, de toute façon, 90% des spectateurs ne sont plus là. Donc là, on est entre nous, les potes. Le 30 octobre, on est de retour. Petite dizaine posée, tranquille. tranquille. On est de retour. On est pour la première fois en live, le vendredi à 20h. Sur YouTube, car certaines personnes demandent où on sera en live. Donc ce sera bien sur YouTube, vendredi. On va être en live juste nous, chez nous, quoi. L'univers d'Ajus, bien entendu. Tout à fait. Et oui, il y aura une rediffusion pour tous ceux, bien sûr, qui ne pourraient pas être là, qui comme beaucoup de gens, font des choses le vendredi. Bon, pas nous, hein. Nous, on fait rien. Mais vous avez une vie, et tant mieux pour vous. Bon, bravo. Nous, on se retrouve dans un instant, mais vous, on vous retrouve dans une semaine dans l'univers d'Ajus avec Ali de Catch Club, les pop de Ali de Catch Club. On sera pas là. Elles seront là quand même, je vous le dis. Et je vous dis, comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao tout le monde. Bisous.